Oriane, j'ai pas de retour d'antenne oreillette, tu me feras un top s'il te plaît. Ok. Bonjour à tous, c'est parti pour 9 jours de Salon de l'Agriculture à suivre en direct sur Public Sénat. Cette 51e édition du Salon de l'Agriculture qui va accueillir 4000 animaux pendant cette dizaine de jours avec en tête d'affiche Bella, cette vache tarentaise qui figure sur l'affiche de ce 51e Salon de l'Agriculture. On va également vous faire découvrir sur l'antenne de Public Sénat cette semaine toute une logistique impressionnante autour de ce salon pour nourrir, faire vivre tout ce petit monde et notamment les animaux. Et puis l'objectif bien sûr du salon, ça reste bien sûr rapprocher le monde agricole du grand public. 700 000 personnes sont attendues pendant ces 9 jours de salon et il a été inauguré ce matin par le président de la République, François Hollande, qui a longuement, comme chaque année, arpenté ce salon de l'agriculture. On va regarder les images de cette visite et écouter le président de la République. Voilà, et on va écouter le président de la République dans les allées du Salon de l'Agriculture ce matin, François Hollande, qui a notamment parlé d'emploi et d'innovation. On l'écoute. Ce qui fait l'excellence française, c'est sa production. Et moi, je suis là pour prendre un moment effectivement de plaisir et de bonheur parce que je connais ces métiers, ces professions, les éleveurs jusqu'aux bouchers. C'est pas possible, c'est pas possible. Il faut production tout à l'heure, mais c'est aussi un enjeu économique. Ce sont des enjeux d'emploi, c'est des enjeux de commerce extérieur, c'est des enjeux aussi de qualité de la vie, de sécurité alimentaire. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui vient au salon. C'est pas simplement pour la fête que ce salon procure pour les yeux, pour le palais, lorsque on consomme. C'est aussi parce que c'est une priorité économique, le pacte de responsabilité. Moi, je viens le défendre aussi avec l'ensemble des filières agricoles, parce qu'on peut y trouver de la compétitivité, on peut y trouver de la sécurité pour les aliments et pour le consommateur, et on peut y trouver de l'emploi. Visite risquée malgré tout. Ce qui fait l'excellence française, c'est sa production. Et moi, je suis là. Voilà, et Michael Snames, notre journaliste, a suivi ce matin dans les allées du salon la visite du chef de l'État. Michael, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette inauguration ce matin ? Ce qu'on peut retenir, Perrine, c'est qu'en tout cas, cette année, il n'a pas été question de record. L'année dernière, le président de la République était resté pas loin de 14 heures au Salon de l'Agriculture. Cette année, il est encore dans les murs, sachez-le, mais il est venu vers 7 heures du matin, donc on peut estimer que sa visite fera à peu près 7-8 heures. Donc, pas question de record, mais aussi pas question de rester dans les bains de foule, comme c'était le cas notamment l'année dernière, où n'hésitez pas à venir serrer les mains des gens, à discuter. Non, cette année, on a privilégié plutôt les réunions, les discussions. Dans son entourage, on nous disait simplement qu'au Salon de l'Agriculture, on vient voir les agriculteurs. Ça peut paraître bête comme ça de dire cela, mais finalement, aujourd'hui, il est plutôt venu voir les spécialistes, notamment des ovins, des céréaliers, et notamment de la filière végétale qui connaît une certaine crise, notamment au sujet de la lavande, par exemple. Il est venu les rencontrer, il est venu discuter, venu dire tout simplement que le gouvernement et Jean-Marc Ayrault étaient à la manœuvre pour les aider et que tout était fait au niveau de la PAC, notamment sur l'Europe, pour leur venir en aide. Alors, il a serré quand même quelques mains, il a pu rendre visite notamment à différents secteurs, il est allé voir tout à l'heure les vaches, notamment dans le hall qui est juste à côté de nous. Mais c'était très tôt ce matin, et ce qui a permis aussi à ces troupes d'éviter les bains de foule et les sifflets. Et vous le savez très bien, parce que quand on est à 20% dans l'opinion, c'était pas simple pour le président de la République de préparer ce salon de l'agriculture pour cette année. En tout cas, pour les équipes du président de la République, car pour le président, il est venu comme chaque année, serrer des mains, discuter, parler avec les gens, parler avec les spécialistes. Et c'est ce qu'il voulait. On a pu discuter 2 petites secondes avec lui tout à l'heure. Il nous a dit, pour moi, rien ne change, même à 20% dans l'opinion, je reste tel quel, j'aime le salon, je pourrais y rester des heures, nous a-t-il dit. Mais ce qu'on sait, c'est que dans une demi-heure à peu près, il a prévu de rentrer à l'Élysée. Merci Michael Snames pour cette analyse politique et avec nous en plateau pour revenir sur cette visite de François Hollande et puis pour parler bien sûr des grands enjeux de ce 51e salon de l'agriculture. On a d'abord Xavier Belin, bonjour, président de la FNSEA. Vous avez bien sûr suivi cette visite de François Hollande ce matin, on va y revenir dans quelques instants. Guy Vasseur, bonjour, président des chambres d'agriculture de France. C'est un peu votre dizaine aussi cette année pour ce salon. Et également avec nous, on a Jean-Paul Hébrel,
Lébrard, le rédacteur en chef de TV Agri Info. Bonjour, fidèle sur le plateau de Public Sénat chaque année pour ce salon de l'agriculture. Et puis, enfin, Marc Dufumier, bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et vous venez de publier un livre, 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. Je ne sais pas si on peut le voir sur notre antenne. En tout cas, on aura le temps de voir votre livre tout à l'heure quand vous vous exprimerez. Tout d'abord, Xavier Belin, cette visite de François Hollande, on a entendu le chef de l'État tout à l'heure, il a insisté sur des mots-clés, hein, emploi, compétitivité, innovation, exportation. Ça vous convient ? Oui, parce que c'est nous-mêmes, pour nous-mêmes, des mots que nous utilisons régulièrement. Compétitivité, ça va de soi. L'agriculture française, d'ailleurs, comme l'ensemble de l'économie dans notre pays, souffre d'un déficit de compétitivité. Recherche, innovation, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à opposer parfois qualité, environnement, recherche, innovation. Non, la recherche et l'innovation doivent être au service justement de la qualité et de l'écologie, mais également au service de la performance. Et puis, un mot quand même sur l'une des dimensions qu'a soutenu le président de la République ce matin, c'est le rôle de l'agriculture dans la balance commerciale française. Nous sommes un des premiers secteurs exportateurs en France, il faut le rappeler régulièrement, à la fois par l'agriculture mais par l'agroalimentaire. Et là aussi, on voit bien qu'on a à la fois des aspects défensifs au regard d'une négociation avec les États-Unis, mais des aspects offensifs, par exemple avec le Proche, le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen, qui sont à notre porte et qui sont des marchés extrêmement demandeurs de nos produits agricoles et agroalimentaire. Alors on va revenir effectivement sur ce thème. Guy Vasseur, le chef de l'État, oui, il a vraiment insisté sur le secteur agroalimentaire en tant que terre d'emploi. Et ça, vous, en tant que président des chambres d'agriculture, c'est important pour vous? Oui, c'est primordial que le président de la République, le personnel le plus important de l'État, mette en avant à la fois la compétitivité, parce que c'est important qu'on pourra reconquérir un certain nombre de marchés que par rapport effectivement à un engagement sur la compétitivité. Il a mis en avant la simplification, il a mis en avant la recherche et l'innovation, donc des points importants qui peuvent nous faire gagner de la compétitivité d'une part, sans aller au détriment de la prise en compte, évidemment, de la qualité des productions d'une part et de la préoccupation environnementale d'autre part. Jean-Paul Lébrard, ici, le salon de l'agriculture, c'est un peu la vitrine de l'agriculture qui va bien, mais il y a quand même aussi des choses qui ne vont pas forcément très bien. Il y a des souffrances, il y a aussi des consommateurs qui sont méfiants et toujours plus exigeants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les consommateurs ont des exigences que les technologies permettent d'ailleurs d'apporter en matière de traçabilité des réponses. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la visite ce matin de François Hollande. Il y a sur le plan politique un tournant qui est important, me semble-t-il. Le président de la République a très clairement ouvert la porte à l'étude des biotechnologies végétales et des OGM. Et ça, c'est un véritable tournant et c'est certainement le temps fort de la visite de ce matin, ouvrant vers l'innovation dans le domaine agricole. Et concrètement, ça va changer quoi alors dans les prochaines semaines? Parce que ce débat sur les OGM, il a beaucoup surgi ces derniers jours, notamment au Sénat, hein, avec le rejet de la proposition de loi d'un sénateur socialiste. Exactement, je pense que le président de la République a fait une ouverture au débat sur les OGM, alors que par ailleurs, le ministre de l'Agriculture avait plutôt des positions on va dire, opposées aux OGM, quoique ouvertes ces dernières semaines au débat dans ce domaine, et qu'en parallèle, il y a effectivement cette loi qui vise à appliquer un moratoire sur les OGM. Donc ça veut dire qu'il y a une prise... ou pas moratoire, pour que les gens comprennent bien ce qui va se passer alors sur les OGM, suite à la visite ce matin du chef de l'État? Ça veut dire que jusqu'à présent, au niveau français, on avait une position que l'on ne cessait d'affirmer, malgré des positions européennes qui étaient différentes, en essayant effectivement d'amener d'autres pays européens, et c'était le discours de Stéphane Le Foll dans ce sens, mais que concrètement le président de la République disant il faut ouvrir le débat, je pense qu'il y a eu ce matin un tournant important dans l'approche de ce problème. Xavier Belin, vous partagez cette position? C'est un tournant important? Comment vous analysez les choses après ce qu'a dit? Il me semble qu'on a peut-être évolué dans la problématique, à savoir que la question pour ou contre n'est peut-être pas la bonne question à se poser. Les vraies questions à se poser, c'est de savoir si vraiment ces technologies apportent un plus, lequel, avantage, inconvénient, risque-bénéfice, et je crois que c'est comme ça qu'il faut appréhender la question. Ce qu'a dit le président, et je complète la réponse de Jean-Paul Lébrard, c'est qu'au fond, il a pris conscience que nous étions à la fois dans un domaine très concurrentiel et que nos voisins ne nous attendent pas, mais que deuxièmement, peut-être son voyage aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, lui a ouvert les yeux sur ce que la recherche, l'innovation pouvait apporter
en particulier dans le domaine agricole. Ça, c'est peut-être un virage, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Mais concrètement, ceux qui ont envie de semer du maïs, et notamment des OGM, que vont-ils pouvoir faire dans les prochaines semaines? Sur le maïs, la question est réglée pour cette année. Ouais. Nous ne sèmerons pas de maïs OGM cette année, avec ou sans la loi. D'accord. Par contre, ne pas se poser la question de l'intérêt demain de biotechnologie appliquée à l'agriculture pour à la fois des questions tout simplement de fonction nutritionnelle, de résistance à certaines pathologies, mais aussi d'amélioration, y compris dans le domaine animal, pas seulement végétal. Oui, il faut se poser ces questions-là. Et nous avons aujourd'hui la capacité en matière de grands instituts, d'instituts techniques, de chambres d'agriculture, de coopératives, de pouvoir répondre à ces questions, me semble-t-il. Marc Dufumier, qu'est-ce que vous pensez, vous, effectivement, du fait que ce débat sur les OGM a ressurgi ces derniers jours et qu'effectivement, il faut sortir peut-être des positions dogmatiques pour ou contre absolument. Pour vous, c'est une avancée un petit peu ce qu'a dit François Hollande ce matin et ça va permettre d'aller vers quoi? Il faut impérativement sortir des débats dogmatiques et ne rien diaboliser. Donc la question sur les OGM, c'est plutôt, effectivement, quel intérêt ça pourrait présenter, quel risque, effectivement, ça peut présenter, et c'est aux politiques de prendre leurs décisions. On ne diabolise rien. Par contre, effectivement, au nom du principe de précaution, il y a peut-être aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, 1001 raisons de s'en abstenir. Et l'agriculture, on va dire, hautement technologique, celle qui va permettre à la fois de concilier les impératifs environnementaux, la qualité sanitaire des aliments et la plus grande valeur ajoutée à l'hectare dans la ferme France, la haute technologie, c'est d'utiliser des insectes auxiliaires pour neutraliser les pucerons plutôt que des pesticides au lieu de les détruire, ne pas mettre forcément une toxine dans un maïs pour lequel la pression de sélection en faveur de la pyrale résistante va être bien supérieure que quand c'était des pesticides, c'est-à-dire des déséquilibres écologiques, effectivement, qui sont pas très bien mesurés aujourd'hui, mais qui sont quand même très inquiétants. Donc aujourd'hui, plutôt que de faire peur aux consommateurs avec les OGM, je crois qu'il faut dire qu'il y a vraiment une voie d'avenir pour notre agriculture française, celle inspirée de l'agroécologie, pour reprendre les propos du ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, dont l'agriculture biologique est le plus bel exemple. Est-ce que cette agroécologie est à la portée de tous les agriculteurs aujourd'hui en France? Jean-Paul Hébrard ou Guy Vasseur? L'agroécologie, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'on en fait depuis des années, depuis des décennies. Par contre, ça correspond à une fraction relativement limitée en fait, des solutions pouvant être apportées à l'agriculture. La tendance qui est apportée par Stéphane Le Foll, c'est de dire attention, il faut accélérer. Ce qu'il ne faut surtout pas comprendre, c'est que du jour au lendemain, on arrivera à 100%. C'est simplement une évolution qui prendra du temps, mais une évolution qui peut être envisageable. Et une évolution qui suppose une formation en continu des agriculteurs pour s'adapter et progresser toujours, Guy Vasseur. Oui, bien sûr. Je pense que les propos du président de la République ouvrent un autre dialogue, une ouverture par rapport à l'ensemble des problématiques de recherche et d'innovation. Moi, j'y vois effectivement, premier point, donc le fait de sortir l'aspect dogmatique par rapport aux biotechnologies et aux OGM. Et dans mon propos, et c'est ce que j'ai cru comprendre du président de la République, on n'oppose pas effectivement cette recherche, cette innovation, que ce soit sur les biotechnologies. Il faut savoir pourquoi on est pour ou pourquoi on est contre. Bien diaboliser la situation qu'on a en France. Deuxième point, n'opposons pas avec l'agroécologie. C'est une autre approche. N'opposons pas avec le bio. La chance de notre pays, c'est éventuellement de pouvoir jouer sur tous les tableaux. C'est ça la chance de l'agriculture française. Et cette chance, elle est au service de notre pays aussi. Marc Dufumier, à côté de vous, n'est pas tout à fait d'accord. Oui, non, le risque serait dangereux de dire qu'il y aurait une agriculture biologique pour les bourgeois bohèmes qui ont un pouvoir d'achat, et pour le reste, on reste sur une agriculture industrielle, conventionnelle, qui joue le plus bas prix dans le rayon du supermarché. Mais n'oubliez pas que le lait pas cher nous coûte très cher. On paye des impôts pour retirer les algues vertes, on retire des impôts pour potabiliser l'eau. Donc c'est toute la nation qui va devoir opérer ce virage. Je partage l'idée que c'est une transition. Techniquement, je crois qu'il faut le dire pour les agriculteurs, c'est une vraie révolution. Mais ce n'est pas un grand soir. Changer de modèle d'agriculture, d'une agriculture industrielle qui a visé le prix le plus bas sur le rayon du supermarché, avec une agriculture qui nous fournit la plus grande qualité sanitaire des aliments, la plus grande qualité environnementale, la plus grande valeur ajoutée à l'hectare en France, c'est-à-dire la ferme France. Regagner en compétitivité, pour reprendre l'expression de M. Xavier Belin tout à l'heure, c'est effectivement mettre plus de protéines en France, c'est-à-dire reconquérir une plus grande indépendance protéine. Nous sommes dépendants pour les 2/3 de l'importation de soja, tourteau de soja transgénique de surcroît en provenance des États-Unis. C'est aussi pour le bio, moins importer de bio. La consommation bio a plus que doublé au cours des 5 dernières années et le résultat, c'est que nous importons de plus en plus. Donc nous sommes en train de perdre des parts de marché sur l'agriculture moderne et savante de demain. Ce serait franchement dommageable. Est-ce que vous avez l'impression, Xavier Belin, que c'est un message d'apaisement finalement qu'a délivré François Hollande ce matin?
Vis-à-vis des agriculteurs Oui, enfin, il est aussi dans son rôle de chef de l'État. et vis-à-vis de la FNSEA. Non, là-dessus, c'est pas le sujet. On a tenu hier d'ailleurs des états généraux sur toute une journée avec plusieurs thématiques qui a rassemblé les grandes organisations professionnelles de ce pays. Le message, c'était le même. C'est pas d'opposer les gens. Moi, je suis un peu fatigué depuis des années où systématiquement on oppose le bioconventionnel, l'éleveur au céréalier, le circuit court à la filière longue. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Ce qui a été dit ce matin, c'est notre propos. L'agriculture française, elle a une grande caractéristique, c'est une grande chance, c'est sa diversité de terroirs, de production, de systèmes de production. Il faut jouer sur tout ça. Qu'est-ce qui peut nous différencier demain par rapport à des marchés qui sont devenus très concurrentiels? Le savoir-faire, la qualité, le territoire, nos AOC, nos IGP, notre agriculture biologique, tout ça, évidemment, c'est facteur de différenciation. Il y a quand même des sujets de fond sur lesquels on doit s'interroger. Comment se fait-il que nous soyons plus chers que nos voisins pour des mêmes produits? Pourquoi se fait-il que nous ayons une réglementation en France qui soit souvent beaucoup plus élevée que nos voisins européens? Voilà des questions très concrètes auxquelles ce matin, oui, le président, alors je ne sais pas s'il a voulu jouer l'apaisement, en tout cas il a envoyé des signaux très clairs. Quand même. Il a envoyé des signaux très clairs. Relisez l'interview qu'il a donnée hier, tout y est. Quand il dit ne surtransposons pas, oui, ne surtransposons pas un certain nombre de directives communautaires, on dit d'accord. Quand il dit mettons l'accent sur justement plus de moyens en matière de recherche et d'innovation, on dit d'accord. Quand il dit n'ayons pas honte d'être aussi un pays exportateur, nous disons d'accord. Mais ça, ce sont des paroles. Après, vous attendez des actes, des engagements concrets. Ça passe notamment par le projet de loi qui est défendu par Stéphane Le Foll. Ce que j'ai dit au président comme au ministre hier, si vous étiez à la tête d'une entreprise, vous en seriez le patron. Un patron, ça donne des consignes pour qu'elles soient exécutées. Nous attendons maintenant que les propositions du président de la République, son pacte de responsabilité, se transforment en actes et en décisions. Jean-Paul Hébrard. Alors, quand vous disiez justement, il faut que ces mesures, ces consignes, ces directions soient appliquées, on regarde un peu dans le passé. Si on regarde la simplification, ça fait des décennies qu'on en parle pour les agriculteurs et peu de choses ont été faites. Je ne sais pas si on peut dire beaucoup ou peu, mais effectivement très peu. Or ça, on a l'impression que ce n'est pas des charges qui vont coûter cher à l'État, au budget de la nation. C'est des choses qui sont assez simples. Encore faut-il que le message sur le plan politique... Là, il semble y avoir une vraie volonté politique en termes de simplification administrative. Mais il doit descendre jusqu'en bas de la pyramide. Et c'est là où, effectivement, il y a des fois des pertes de charges. Guy Vasseur, vous vouliez également réagir sur ce point? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une étude de la Commission européenne qui nous prouve aujourd'hui que la simplification au niveau européen et au niveau franco-français, sur l'ensemble des pays européens, 25% de simplification entraînerait pratiquement 1% de PIB en plus, voire 1,4%. Alors si on analyse cela au niveau français, ce serait forcément beaucoup plus. Donc de la parole, des engagements aux actes. Nous attendons les actes, mais finalement, nous, notre engagement, c'est de pousser en permanence, et les États généraux hier étaient donc axés dans ce sens-là, pour que les propos du président de la République soient véritablement transformés en actes. Et comme le disait Xavier Belin, il est clair que le président de la République est le patron dans ce pays par rapport à l'engagement politique. Pouvez nous faire confiance, et d'abord aux syndicalistes, pour faire en sorte que non seulement on le rappelle, mais que les ministres, effectivement, soient au travail. Mais cette simplification administrative, c'est un des axes importants du projet de loi défendu en ce moment au Parlement par Stéphane Le Foll. Donc il y a des choses concrètement qui semblent quand même avancer. Oui, alors si vous voulez, bien sûr, mais nous avions fait, donc il y a maintenant 18 mois, une proposition de simplification sur 72 textes. La réalité, c'est qu'on a une simplification, c'est pas 72. Il en reste 71 alors. Oui, ça c'est un minimum parce que c'est ce que nous avions proposé, mais la marge de manœuvre, elle est fantastique pour l'État français et pour le gouvernement, parce que cette marge de manœuvre n'entraîne pas d'aspect budgétaire pour la France. Vous pensez à quoi, par exemple, pour que les téléspectateurs qui nous suivent... Écoutez, si vous voulez, quand on est sur la directive nitrate, on peut largement... Alors, la directive nitrate, pour les téléspectateurs, c'est effectivement faire en sorte de reconquérir la qualité des eaux. Et aujourd'hui, donc, la profession a les moyens à la fois de mieux raisonner, de mieux appliquer et d'être dans cette capacité de reconquête de la qualité des eaux.
Eh bien, il faut simplifier pour que nous soyons au rendez-vous de l'efficacité. Et je pense que nos concitoyens et les consommateurs comprendront plus facilement. Les tracasseries administratives sont incompréhensibles des agriculteurs. Elles sont encore plus incompréhensibles pour le citoyen. Donc nous avons les moyens, là, de donner des marges de manœuvre aux entreprises agricoles et agroalimentaires pour répondre à cette préoccupation. Marc Dufumier. Le plus urgent, me semble-t-il, M. Xavier Belin l'a dit, c'est pourquoi nous ne sommes pas compétitifs sur les mêmes produits que nos concurrents. Et on le voit bien avec les poulets bretons, quand ils sont nourris avec du maïs et du soja brésilien, c'est nécessairement les poulets brésiliens qui sont plus rentables. Quand on veut faire du sucre avec de la betterave en France, c'est la canne à sucre sous le soleil du Brésil qui est la plus rentable. Même nos blés à 90 quintaux, être compétitifs avec des blés de 30 quintaux Donc on veut en trop Ukraine. copier ce qui se fait ailleurs Oui, et donc, qui n'est pas forcément... Voilà, la ferme France, regagner en compétitivité, c'est d'abord être moins dépendant de l'importation énorme de protéines végétales. Et là, le problème des nitrates serait résolu par d'autres formes de fertilisation. Et plus encore, c'est de faire des produits de qualité. Les 2/3 de notre excédent de la balance commerciale agricole, madame, c'est des produits, c'est des champagnes, c'est des vins, c'est des spiritueux, c'est des fromages évidemment d'appellation d'origine contrôlée, c'est des foie gras, c'est des produits plus artisanaux, plus soignés. C'est avec des labels. Le poulet de Louet crée plus d'emplois Mais est-ce que que ça le fait poulet vivre doux. l'agriculture française, Xavier Belin? Ça suffirait? Non mais c'est un petit peu réducteur quand même ce qui vient d'être dit là, parce que bon, dans le solde du commerce extérieur, c'est pas les 2/3. Il y a déjà plus de la moitié qui est fait par des céréales non transformées. Bon, donc c'est quand même un fait. Non, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il faut avoir à la fois d'ambition, mais de l'ambition qu'on peut traiter à plusieurs niveaux, international, européen, national. Ce que nous disons aujourd'hui à nos ministres, regardons déjà ce qui est d'initiative nationale. Il y a beaucoup à faire. Je prends 2 exemples. Vous voulez construire un bâtiment d'élevage aujourd'hui, durée d'instruction 24 à 36 mois. Vous voulez construire un méthaniseur qui devient aujourd'hui un des objectifs du ministre. Il en veut 1000 d'ici 2020, tant mieux. 3 ans, 3 ans et demi de délai d'instruction. Enfin, attendez, il faut qu'on arrête. Comment se fait-il qu'on ait tous ces délais dans ce pays? C'est pour ça que nous demandons d'ailleurs à adosser au principe de précaution dans la Constitution un principe d'innovation. Aujourd'hui, au nom du principe de précaution en France, dès qu'on bouge le petit doigt, vous avez aussitôt une kyrielle de réglementation, sans parler évidemment de tout un environnement associatif, ONG et autres, qui nous empêche de faire finalement le développement auquel on peut prétendre. Donc voilà, il faut déjà bouger sur notre propre territoire et on réglera un certain nombre de questions, on amènera du développement. Jean-Paul Lebrun. Oui, surtout que simplifier, ça ne veut pas dire forcément laisser libre cours à tous les excès. Ça veut dire qu'on peut... C'est la question que j'allais vous poser, effectivement. Voilà. On peut simplifier pour être plus réactif et on peut être très sévère en matière de contrôle. Ça veut dire que ce que demande aujourd'hui le monde agricole, c'est de pouvoir évoluer, être réactif parce qu'on est dans un marché mondial qui est assez réactif. Mais s'il faut contrôler et sanctionner, effectivement, tous les contrevenants peuvent être durement sanctionnés. Guy Vasseur. Oui, et pour m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que vient de dire Marc Dufumier, on peut toujours citer les pays lointains, le Brésil, etc. Aujourd'hui, les problèmes de compétitivité sont bien sûr avec ces pays-là, mais d'abord avec nos partenaires et collègues européens. Ce qui prouve bien qu'il y a effectivement des différences dans l'application des normes européennes et que notre pays en rajoute ou en surajoute. Alors, ce n'est pas le cas depuis 18 mois. Néanmoins, ça a été le cas. Et il faut revisiter toutes ces surtranspositions et qui ont été menées sur les directives européennes. Aujourd'hui, les premières concurrences viennent effectivement des pays qui sont nos pays voisins, l'Allemagne. Donc il y a un certain nombre de points que nous connaissons et c'est à partir de ces points que les marges de manœuvre franco-françaises sont importantes et qu'elles ne coûteront rien au budget effectivement de la France. Alors il ne s'agit pas de tourner le dos aux aspects de sécurité, y compris par rapport aux problématiques environnementales. Chez nos voisins, il y en a un peu plus lointain qui s'appelle la République tchèque, la Roumanie, la Bulgarie et autres, où les rendements pour l'instant sont dérisoires et où les exploitations font plusieurs milliers d'hectares. Pourquoi y a-t-il des céréaliers français qui s'agrandissent en Roumanie aujourd'hui? Ce n'est pas seulement pour les primes à l'hectare, c'est que les gains de productivité là-bas seront bien moins coûteux que chez nous. Pour faire des produits un peu à grande échelle, la France démultiple terroirs.
Elle n'a aucun avantage comparatif. Et moi, je crois qu'il faut le dire à temps aux agriculteurs. Quand on a dit à des agriculteurs que les poulets qui sont en difficulté aujourd'hui avaient quelconque avenir sur le marché mondial, nous le savions depuis 20 ans. Les économistes le disaient depuis 20 ans que ça n'avait aucun avenir. Et voilà le désarroi, les bonnets rouges en Bretagne, de voir qu'ils se sont lancés sur des filières qui finalement, si on fait vraiment, et on avait fait ces analyses il y a déjà une quinzaine d'années, étaient sans avenir. C'est bien des produits de terroir à haute technologie de biologique, d'agroécologie. Et là, c'est savant, utiliser des insectes auxiliaires pour lutter contre les pucerons des ravageurs, c'est extrêmement savant. Et c'est vers ça qu'il nous faut tourner. C'est ça le devenir de la ferme France. Alors, on va poursuivre dans quelques instants notre discussion, notre débat. On va revoir quelques images de la visite tout à l'heure de François Hollande qui inaugurait donc ce salon de l'agriculture. Il était notamment tout à l'heure sur le stand de la Drôme. On regarde ces images. Bon, Monsieur le Président, quelques produits locaux. Un croque-monsieur aux truffes, de la pomme de terre écrasée aux truffes et un ermitage blanc. Ça permet de voir les choses de façon très positive. Oui, la puriculture est en train de se développer, même si ça reste une production avec un haut niveau de recherche et de technologie. On l'oublie souvent, mais la truffe, c'est vraiment une production qui appelle beaucoup de renouvellement et d'intelligence. Mercredi d'ailleurs, On a de plus en plus, on a réactivé des productions avec l'INRA. Et ça, c'est très important. mercredi, le ministre de l'Agriculture signe une convention avec la Fédération nationale des trufficulteurs, justement pour relancer. Monsieur le Président, l'année dernière, nous vous avions offert un olivier, je crois, qui a été planté. Et cette année, un peu de lavande. On va planter aussi, mais je suis pas sûr que... Non, mais c'est pas pour planter. C'est simplement un symbole, simplement pour dire que ça a été évoqué tout à l'heure. Non, mais c'est très important. Il y a un certain nombre de contraintes. C'est aussi l'agriculture. Voilà. Et nos territoires du Sud, sans lavande, c'est moins de tourisme, c'est moins de tout cela. Donc il y a un petit sujet, votre ministre le connaît, et je pense qu'il faut le regarder. Mais voilà, c'est symbolique, quelques lavandes. Les plantes à parfum aromatique, et la truffe, nous exportons. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être passé sur le centre de la Drôme. Merci, ça fait plaisir. Voilà, conjuguer truffe et lavande, c'était le passage tout à l'heure de François Hollande sur le stand de la Drôme. On l'a vu avec le président du Conseil général de la Drôme, qui est aussi sénateur, Didier Guillaume. Pour reparler un petit peu compétitivité de l'agriculture, Jean-Paul Hébras, est-ce qu'on peut conjuguer facilement aujourd'hui performance économique et respect de l'environnement et écologie ? Ah, alors je ne sais pas si votre micro marche parce que je ne vous entends pas, Jean-Paul Hébrard. Voilà, Xavier Belin va vous prêter son micro. Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, effectivement, il y a des solutions pour à la fois conjuguer compétitivité et respect de l'environnement. Et ces solutions, elles viennent des technologies, comme souvent d'ailleurs en médecine ou dans d'autres secteurs d'activité. Il faut laisser le temps aux technologies d'aboutir, d'être accessibles, et aussi il faut les aider à être diffusées. Et puis aussi il y a des bonnes pratiques. C'est-à-dire que la profession agricole a fait des efforts depuis des décennies ou quelques années, dans tous les cas selon les secteurs, pour justement être capable à la fois de produire, mais les agriculteurs n'ont pas envie de vivre dans un environnement qui est le leur, dans lequel ils évoluent chaque jour, qui soit détérioré. Vous connaissez très bien ces nouvelles technologies en matière d'agriculture. Jean-Paul Hébrard, quand vous dites qu'elles sont accessibles, est-ce qu'elles sont accessibles d'abord financièrement aux agriculteurs? Parce que les technologies, ça coûte souvent cher, et puis aussi en termes de formation. Alors ce qui est intéressant, vous savez qu'on suit beaucoup tout ce qui est nouvelles technologies, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies comme des petits robots qui arrivent dans les exploitations, qui sont des petits robots qui ont pour seule électronique un iPad. C'est parce que ces téléphones portables, ces iPads se sont développés à l'échelle mondiale, donc à la fois les performances se sont améliorées, et à la fois les coûts d'accès à ces technologies ont baissé, qu'aujourd'hui on est capable d'avoir, alors quand je dis aujourd'hui, c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, des petits robots qui sont capables, par exemple, de labourer dans certaines cultures légumières l'interrang sans forcément avoir besoin à recourir à des produits phytosanitaires. Donc oui, ça évolue, et oui, il faut laisser le temps. Est-ce que chaque agriculteur peut s'offrir ça? Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est une question encore financière, non, Guy Vasseur ou Marc Dufumier? Si vous voulez, je crois que... Quand on parle d'innovation, ça coûte souvent cher. Il faut que tout le monde puisse s'équiper. Nous croyons beaucoup, donc, tout ce qui tourne autour de la recherche. Et dans ce pays, il y a une recherche publique qui est un atout considérable. Nous avons souvent l'habitude de dire qu'il faut que la commande publique
et donc politique soit plus claire et plus forte, tellement les enjeux sont importants à relever. Et puis derrière ou avec cette recherche publique, il y a effectivement la recherche privée. Mais l'innovation sur les exploitations, c'est aussi un atout fondamental. L'innovation, elle peut être menée à partir de la recherche donc fondamentale, avec les chambres d'agriculture, avec les instituts, avec les coopératives, avec les paysans sur le terrain. Parce que ce n'est pas descendant, toujours descendant, c'est aussi montant. Il est clair que la plupart des agriculteurs ont aujourd'hui sur leur exploitation des innovations et qui peuvent se développer sur l'ensemble du territoire. Et ça, ce sont des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et les propos du président de la République ce matin allaient tout à fait dans ce sens-là. Recherche, innovation. Donc les enjeux, c'est l'économie, les enjeux, c'est le territoire, les enjeux, c'est aussi les problèmes environnementaux. Et bien entendu, je suis persuadé qu'on peut concilier l'ensemble de ces problématiques. Oui, surtout ne pas faire peur avec les technologies. On peut promouvoir des agricultures hyper modernes et biologiques. Prenez l'expérience. Les champignons mycorhiziens dans les sols, peu de gens savent ce que c'est. Ce sont des petits champignons qui se font le relais entre la racine de la plante et vont débusquer les éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile. Si on pouvait progresser dans ce domaine-là, ça nous éviterait évidemment un grand nombre d'épandages d'engrais de synthèse, par exemple. Et ça nous permettrait d'éviter. Mais le problème de ces champignons mycorhiziens qu'on trouve dans le sol et qui ont une très grande utilité et pour lesquels on peut énormément progresser pour diminuer nos coûts, pour accroître la valeur ajoutée à l'hectare, la qualité de nos produits, si vous commencez à mettre un fongicide pour soigner une culture qui a un champignon pathogène et que vous tuez le champignon mycorhizien, c'est raté. Vous ne mettez pas à profit les potentialités productives de chacun de nos écosystèmes. Donc c'est les technologies, bien sûr, il faut surtout progresser, mais surtout ne pas se tromper de technologie et surtout, alors par contre, si on veut aussi une agriculture intensive en emploi, ne pas remplacer les gens par des machines pour faire en sorte qu'il y ait un agriculteur qui restera productif et 3 autres au chômage, sans emploi, sans rien produire. Là, la ferme France y perdrait. Jean-Paul Lebrun, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marc Dufumier ? Oui, sur l'aspect du choix d'un type d'agriculture, mais c'est dans la diversité que le modèle agricole doit s'imposer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des produits qui sont adaptés à des marchés à haute valeur ajoutée. Et puis d'un autre côté, la France a fait quand même le choix d'être un exportateur mondial, d'être présent face à d'autres pays qui, eux, utilisent des technologies, des machines, des traitements. Et là-dessus, dans une situation où le chômage est quand même très très important, c'est vrai qu'il faut quand même trouver et penser la compétitivité. Ce qui est intéressant, c'est de voir, et on peut l'illustrer au travers de la production laitière. Par exemple, vous avez le schéma du Beaufort. Le prix de la tonne de lait est peut-être de 600 ou 660 euros la tonne. Donc on a un prix du lait qui est très bien valorisé, parce que le lait est vendu en circuit court. Mais dans le Beaufort, il y a possibilité de trouver des skieurs, des touristes à qui on peut vendre. Est-ce que pour d'autres producteurs laitiers dans d'autres zones où il n'y a pas le marché à proximité, on ne peut pas transposer tous les schémas partout en France ? Puisque vous parlez du lait, Jean-Paul Lebrun, Xavier Belin, est-ce qu'il y a eu des engagements ce matin du chef de l'État concernant le prix du lait ? C'est pas forcément de sa responsabilité. Non. Non, il peut donner un certain nombre d'orientations et en tout cas, politique. Exprimer son point de vue. Il était attendu d'ailleurs sur ce sujet-là au niveau des stands des vaches laitières. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un différentiel d'à peu près 10% par rapport à ce qui est constaté en termes de prix chez nos voisins européens. Donc vous voyez là que quand on dit compétitivité d'un côté sur les charges, mais si en plus sur les prix on a un différentiel qui n'est pas en notre faveur, les taux se resserrent quand même difficilement. Moi, je crois qu'il faut retenir 2 choses importantes de notre débat. Une, c'est qu'on sort peut-être enfin du tout réglementaire pour aller vers des schémas beaucoup plus participatifs et en termes de co-responsabilité. Qu'est-ce que vous appelez des schémas participatifs ? Eh bien, ça veut dire que chaque acteur dans la chaîne alimentaire est responsable de son domaine. Et qu'on n'a pas besoin forcément d'empiler des réglementations. Ça semblerait normal, c'est pas le cas aujourd'hui que chacun soit responsable de son domaine. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ou 15 ans ? On a empilé des réglementations, les unes par-dessus les autres, qui parfois d'ailleurs se contredisent entre elles. Aujourd'hui, le message, c'est plus celui-là. Faisons confiance à la fois aux acteurs, à la connaissance, à l'expertise, au savoir, à la recherche, à l'innovation. Et deuxième chose, c'est ce que vient de dire Jean-Paul Lebrun, sur lequel il faut insister en permanence. La consommation des produits sous signe de qualité en France. Environ 20% de notre alimentation, AOC, produits label, produits bio, etc. Ça ne signifie pas que sur 80% du reste, on produise n'importe quoi. Les cahiers des charges, notamment sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité alimentaire,
sont tout aussi draconiens dans le conventionnel que dans l'agriculture sous signe de qualité. Et le petit reportage que vous avez passé tout à l'heure, très intéressant. On ne va pas consommer tous les midis et tous les soirs de la truffe et de l'Ermitage. Pourquoi pas. On veut bien. Je ne suis pas sûr qu'on en ait forcément les moyens, ni même la capacité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est attention à ne pas trop À ne pas clicher, rester que sur la vitrine. Mais oui, mais Bah, voilà. bien sûr que la vitrine est intéressante. La vitrine Mais est très belle. Ne présentons pas cette vitrine en opposition. Montrons cette vitrine dans toute sa diversité. Et aujourd'hui, un agriculteur qui est inscrit dans une filière conventionnelle, j'estime qu'il est tout aussi respectable que celui qui a fait le choix d'être dans une autre filière. Je vais même plus loin. Si nous voulons défendre demain nos produits sous signe de qualité, il faudra absolument s'assurer que celles et ceux qui en vivent aujourd'hui puissent continuer à bien valoriser ces productions-là. Si demain, on avait un transfert massif d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture dite sous signe de qualité, on écroulera la valeur ajoutée tirée de ces produits sous signe de qualité. Donc tout ça doit faire partie d'une approche très globale et très cohérente surtout. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Xavier Belin, Marc Dufumier En ce qui me concerne, je serais beaucoup plus prudent. Le prix du lait, effectivement, je comprends que les éleveurs voient en premier lieu l'agro-industrie et les grandes et moyennes surfaces qui fixent le prix. Mais ne vous y trompez pas. Si les grandes et moyennes surfaces, elles peuvent aussi s'approvisionner à l'étranger. Or, à l'étranger, dans les pays Europe centrale et autres, on est déjà, les fermes des 1000 vaches, elles existent déjà. Si on veut que tous les agriculteurs bretons soient compétitifs avec les fermes des 1000 vaches qu'on rencontre en République tchèque, ça veut dire que 2 éleveurs sur 3 vont sauter, seul un pourra survivre. Et encore, je crains endetté jusqu'au bout. Là-bas, y compris le lait est un coproduit du méthane. Enfin, je veux dire. Donc, il faut quand même, là, il y a des moments décisifs dans les choix technologiques de la ferme France où il ne faut pas qu'elle se trompe sur quel terrain elle veut prétendre être compétitive, surtout qu'il y a quand même des coûts environnementaux. Moi, je veux bien qui sont entendre. Il faut quand même des acheteurs en face des paysans. Or, avons-nous demain les acheteurs pour 100% d'une production agricole en France qui serait uniquement sous signe de qualité? La réponse est non. Que faisons-nous des autres producteurs français? Donc il faut quand même se poser la question à certains moments. Moi, je veux bien tout entendre sur ce sujet-là. Mais je suis irrité par le fait qu'on considère aujourd'hui qu'un agriculteur qui se confronte au marché mondial ne puisse pas être dans la même capacité et dans les mêmes conditions de production qu'un producteur allemand, qu'un producteur néerlandais ou danois. Il y a quelque chose qui me heurte dans cette analyse. Guy Vasseur et après Marc Dufumier. Guy Vasseur. Oui. Les comparaisons avec nos amis de l'Est de l'Europe ou du centre de l'Europe ne sont pas raison. D'ailleurs, quand on est en Europe, normalement, nous sommes dans un marché unique. Donc, nous revendiquons à notre niveau et à juste titre le fait que les éléments qui concourent à la production, les charges qui concourent à la production, soient aussi comparables. C'est pour ça que nous militons pour que les coûts de la main-d'œuvre se rapprochent au niveau européen. On manque d'Europe encore, y compris par rapport à cela. Parce qu'il y a encore du dumping social. Oui, il y a du dumping social. Sur la main-d'œuvre agricole. Et c'est à la construction européenne de continuer à répondre, et encore plus fort et plus vite, à ce dumping social. Mais imaginez que la France serait uniquement productrice de produits sous signe de qualité. C'est donner rendez-vous à l'agriculture française pour la décroissance, c'est donner rendez-vous pour l'agriculture française et pour la France à la désagroquilisation. C'est-à-dire, on a eu la désindustrialisation, on pourrait effectivement avoir ce recul important de l'agriculture. Et alors, bonjour par rapport à l'emploi, bonjour par rapport au territoire. Je crois qu'il ne faut pas opposer les différents types d'agriculture, il faut effectivement jouer sur la chance que la France a d'avoir cette diversité d'agriculture. Puis, laissons pas faire nos amis européens. Nous sommes là, effectivement, dans un combat. C'est un combat économique, c'est un combat des territoires, c'est aussi le combat de l'emploi. Je partage complètement ce point de vue. Au cours des 5 dernières années, la consommation de produits bio a doublé et on importe de plus en plus de produits bio. On est en train de perdre des parts de marché parce qu'on se trompe et de technologie et de production. Moi, j'oppose rien à rien. Je ne diabolise rien à rien. Je ne comprends pas ce procès selon quoi il y aurait des gens qui diaboliseraient l'agriculture conventionnelle et d'autres. Si on réfléchit un tant soit peu sur l'agriculture qui pourrait réunir toutes les exigences, qualité sanitaire de nos aliments, qualité gustative de nos aliments, qualité environnementale de notre environnement, plus de valeur ajoutée à l'hectare et plus d'emplois. Si vous arrivez à me dire que les poulets bas de gamme créent plus d'emplois que les poulets doués, dites-le moi. Mais la réalité est tout autre.
Donc, ne nous aveuglons pas non plus. Et surtout, n'aveuglons pas les agriculteurs. Moi, j'ai vraiment, quand je vois la situation de la Bretagne aujourd'hui, où on leur demande, alors qu'est-ce que vous auriez comme produit un peu de qualité sur le marché international qui serait autre que des poulets bas de gamme, les cochons et la poudre de lait? Ben, je vais vous dire, alors il y a des cidres, hein, il y en a quand même, heureusement, hein, il faut. Mais il y a vraiment une révolution technique à accomplir qui ne peut pas être un grand soir, je suis d'accord. C'est une transition écologique, il faut l'adhésion du plus grand nombre d'agriculteurs. Et pour avoir l'adhésion du plus grand nombre d'agriculteurs, déjà, il ne faudrait pas les mettre au chômage et pas les condamner à l'exode rural. Alors, avant de poursuivre ce débat, on va aller faire un petit tour dans les allées du salon. On va retrouver Mickaël Zamès, qui est avec des éleveurs de la race charolaise. Ouais, avec Michel Baudot, le président des éleveurs charolais. Michel Baudot, bonjour. Bonjour. Pouvez nous présenter peut-être Everest pour commencer? Oui, alors. Parce que c'est un taureau. Ah, Everest, c'est un taureau de 5 ans que j'ai acheté quand il était jeune avec mon frère et qui assure une descendance dans l'élevage, dans ma ferme de Côte d'Or. On a 200 vaches et il fait partie des taureaux reproducteurs de l'élevage. Il vient au Salon de l'Agriculture pour la 3e fois consécutive. Donc il voit du monde et là il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont en train d'arriver depuis l'ouverture des portes ce matin. Il voit beaucoup de monde Everest. Il voit beaucoup de monde, mais il est habitué, comme je vous le disais, c'est son 3e salon, donc vous voyez, il rumine tranquillement, il n'est pas stressé. Et, voilà, il sera un peu fatigué en fin de semaine, mais il est aussi là pour jouer la star. Quoi. Oui, c'est ça, la star. C'est vrai, il n'a pas l'air vraiment stressé. Combien il fait Everest en poids? Alors le poids officiel sera connu demain, puisqu'on a une pesée demain matin, mais je pense qu'il est autour des 1550 kg. Ah oui, quand même. Oui. La race charolaise, c'est une des races les plus lourdes, hein. C'est une race à viande, qui est la première race à viande en France et en Europe, qui est connue pour son poids, hein, son poids vif et son poids mort. Si on va un petit peu parler du fond de cette année, en tout cas pour ce salon de l'agriculture, quelles sont vos attentes, vous spécifiquement, président des éleveurs de Charolais? Alors nos attentes, elles sont à 2 niveaux évidemment, ou je dirais même à 3 niveaux. En tant qu'éleveur, je serais content d'avoir un prix et puis de mettre le travail de mon élevage, de faire valoir ce travail-là et d'avoir de bons retours publicitaires pour l'élevage. En tant que Charolais, toujours se confronter aux autres races et faire voir qu'on est peut-être la meilleure race et sans doute la meilleure race, donc il faut le démontrer de temps en temps. Puis en tant qu'agriculteur, tout simplement, on est aujourd'hui en pleine négociation de nouvelles PAC. Et forcément, c'est le principal problème, ça, la PAC. C'est sûrement le principal problème. Parce que politique agricole commune. Oui, au quotidien, c'est ce qui nous fait tenir dans les exploitations, dans des zones intermédiaires un peu difficiles. Et on aimerait un rééquilibrage des aides entre les céréales et les productions d'élevage traditionnelles, bovines, races à viande notamment, qui ne sont pas intensives et qui sont pénalisées dans les aides. Alors on a croisé ce matin le président de la République et différents ministres, notamment le ministre de l'Agriculture. C'est quelque chose que vous allez faire remonter quand ils vont passer sur votre stand par exemple? Bien sûr, on essaye, même si c'est pas facile parce que c'est pas le salon, c'est très médiatique, tout le monde court et il y a beaucoup de caméras, beaucoup de micros, on peut pas se poser, mais c'est l'occasion de faire passer des messages quand même. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent un petit peu depuis tout à l'heure? Quel est le sentiment de la population qui vient vous voir? Alors j'allais dire, je suis presque blasé parce que j'ai 52 ans, je viens au salon de l'agriculture depuis tout petit, donc j'ai tout vu, tout entendu. Mais voilà, il y a une certaine admiration et réciproque entre les citadins et les gens de la campagne, et ça on y tient aussi. Il y a un respect mutuel, je pense. Voilà, on a besoin de l'appui des gens, des Parisiens, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens forcément. On est en période de vacances, on est à Paris. L'agriculture a une certaine valeur française, c'est bien ça? Oui, je pense qu'elle fait partie du patrimoine et de voir ce soutien populaire, c'est ce qui nous amène aussi les médias et les hommes politiques. Et quand ils seront plus là, il y aura un peu de soucis à se faire. Voilà. Merci beaucoup Michel Baudot. Vous avez donc présenté Everest. Combien? Rappelez-nous le poids. 1550 je pense. Voilà, 1550 Perrine, ça fait beaucoup. À tout à l'heure. Ça fait beaucoup, surtout par rapport à vous, Mickaël. Belle bête, effectivement. Xavier Belin, c'est vrai que ça reste quand même la belle vitrine, hein, le Salon de l'Agriculture, on l'a dit en début d'émission. Vous aussi, vous avez l'habitude de venir ici, hein, d'apporter les allées. Que vous disent les gens cette année? Est-ce qu'il y a des choses, je ne sais pas si vous avez le temps de parler avec quelques-uns des visiteurs rencontrés aujourd'hui ici, est-ce qu'il y a des remontées un peu particulières, différentes des autres années? Non, je crois qu'il y a des attentes qui sont assez constantes. Par exemple, beaucoup de questionnements sur nos pratiques agricoles, sur la transparence, sur l'ouverture de nos fermes, mais aussi sur la qualité alimentaire, bien entendu. La transparence, c'est quand même la demande principale. Un point particulier cette année quand même que je sens, c'est au fond, est-ce que l'agriculture présente encore une certaine attractivité au regard notamment des jeunes? Il y a eu une table ronde très intéressante avec le président ce matin sur des gens qui sont venus témoigner de leur cursus de formation et en particulier sur leurs ambitions, que ce soit d'ailleurs en termes d'installation, mais que ce soit dans tous les métiers de l'amont et de l'aval. Je rappelle ce chiffre pour vos auditeurs et vos téléspectateurs. 3 500 000 emplois dépendent aujourd'hui de la filière agricole et forestière.
c'est quand même pas rien. Avec une palette très large. Hein, des emplois dans la production, des emplois dans l'amont, dans l'aval, dans les services. Ça montre quand même que cette dynamique aujourd'hui, quand on part du pacte de responsabilité, où le président de la République a cette volonté quand même d'insuffler à travers des efforts que nous allons tous consentir, notamment sur la baisse des charges, en contrepartie, la création d'emplois. Nous nous sommes engagés dans nos filières à la création d'emplois dans ce secteur d'agriculture. Alors on a beaucoup de bruit qui arrive sur le plateau, on a du mal à s'entendre. Merci Xavier Belin. Notamment j'ai l'impression qu'il y a des sons de la régie qui arrivent ici sur le plateau. Guy Vasseur, c'est vrai que ce dossier de l'emploi est prioritaire et très mis en valeur ici au Salon de l'Agriculture. Ça reste quand même un potentiel de création d'emplois et de développement dans le secteur agroalimentaire important. Oui, bien sûr. Et je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, tous les types d'agriculture sont créateurs d'emplois. Nous ne les opposons pas. Et quand Marc Dufumier met en avant le fait qu'il ne faut plus produire de poulet à bas prix. Alors, je ne reprendrai pas ce terme, mais il faut produire des poulets par rapport à la préoccupation des consommateurs. Et les consommateurs français ont plusieurs préoccupations. Ils ont les préoccupations de la qualité. Et tous nos produits peuvent être de qualité. Que se passe-t-il? Vous m'entendez, vous? Bien. Je vous laisse poursuivre. Merci. Et je disais qu'il fallait effectivement, sur toutes les gammes de produits, être présent. Parce que si nous ne sommes pas présents sur ces produits, effectivement, je ne les mets pas en termes de qualité moindre que les autres, mais des qualités différentes, d'autres seront présents. Et ça veut dire que déjà aujourd'hui, on importe pratiquement 40 ou 45% des poulets qui sont consommés en France. Et si on suit effectivement les théories de M. Dufumier, demain ce sera 80 ou 90%. Ce que je voulais dire aussi, ce salon de l'agriculture, au-delà de la vitrine, c'est aussi la satisfaction des Parisiens, la satisfaction des visiteurs d'en connaître plus, d'en savoir plus, d'en demander plus. Et c'est ce que nous faisons aussi sur le terrain, notamment avec toutes nos démarches donc de circuits de proximité. Dit autrement, les citoyens et les consommateurs veulent plus de liens avec leurs paysans. Et les liens avec les paysans, ce n'est pas uniquement à travers les sondages ou donc les enquêtes, mais d'abord, effectivement, dans la discussion, dans l'échange. Et ça, ce n'est pas aussi contradictoire avec tous les types d'agriculteurs que nous menons. Mais alors plus de liens, est-ce que ça veut dire, Xavier Belin, qu'il faut privilégier les filières courtes dans l'agriculture? Non, il faut les encourager, bien entendu, parce que ça correspond à un besoin. On voit d'ailleurs que progressivement, ce mode de commercialisation a tendance à augmenter. Tant mieux. Et il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent dans la plupart de nos territoires. Il faut l'encourager. Mais là aussi, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, les grands circuits de distribution, ils captent à peu près 85-90% du marché. J'entends par grands circuits les grandes enseignes en particulier. N'opposons pas les gens. Si demain, on peut privilégier, on peut encourager des circuits courts, d'ailleurs pour des raisons commerciales, mais aussi pour des raisons, comme le disait Guy Vasseur, tout simplement de rencontres, de discussions. Ça fait partie, au fond, d'un mode nouveau sur lequel il faut se positionner. Mais attention, et qui marche de mieux en mieux. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de conseillers généraux. Encore dans des circuits traditionnels. Ça marche de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus de conseils généraux qui essayent justement d'approvisionner leurs cantines, leurs maisons de retraite grâce à de filières courtes en matière d'agriculture. Nous nous battons pour ouvrir la fameuse réglementation qui porte sur les marchés publics, pour faire en sorte qu'on augmente le pourcentage hors négociation marché public, notamment pour ces circuits courts. Ça a progressé. Alors, si je peux me permettre quelques mots, d'abord, je préférais qu'on les appelle circuits de proximité. Vous avez vous jouez sur les mots. Utilisé le terme circuit court. Pourquoi proximité? Dans cette émission, nous sommes plutôt en proximité les uns les autres autour de vous. Et donc, les consommateurs qui vont effectivement dans les fermes, qui sont à Bienvenue à la ferme, ou c'est les marchés de producteurs, ils sont effectivement donc dans une démarche de proximité. Quand nous répondons aux collectivités, conseil général, communes, etc., nous sommes dans l'approvisionnement de proximité. Et ce terme proximité est un lien fondamental, important, entre le consommateur, le citoyen et le producteur. Alors oui,
évidemment. Vous avez Ça va l'impression pas qu'il y, faire 100%. y a trop de méfiance qui s'est installée ces dernières années, ces derniers temps? Je n'ai pas entendu. Et vous avez l'impression qu'il y a trop de méfiance qui s'est instaurée ces derniers temps entre les consommateurs et les producteurs? Écoutez, là, on recrée des liens de confiance, mais qu'il nous faudra développer au-delà de la proximité et que nous essayons de développer pour faire en sorte que le consommateur, qui est éloigné effectivement des producteurs, et c'est le cas des Parisiens, soit mieux informé, soit mieux effectivement donc dans la démarche et qu'il s'implique dans la démarche pour bien connaître nos pratiques de production et tout ce qu'on met en œuvre dans l'agriculture pour être dans cette démarche de qualité et de réponse donc aux préoccupations du citoyen et du consommateur. Marc Dufumier. Oui, sur les circuits courts, alors évidemment, il faut le promouvoir, je suis totalement d'accord, et notamment parce que ça crée quand même parfois une concurrence avec les grandes et moyennes surfaces. Plus vous créez de la concurrence, à la limite, plus les oligopoles sont en position de faiblesse. Donc c'est favorable à tous les agriculteurs. Les circuits de proximité, c'est effectivement un peu comme les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, c'est les marchés paysans, ça permet la rencontre plus directe entre consommateurs et producteurs. Là où il faut faire très attention, c'est que les circuits courts, s'ils ne sont pas de taille critique, peuvent être très coûteux. Si les circuits courts, c'est 20 bourgeois bohèmes qui va chercher chacun un demi-kilo de fraises dans la campagne. C'est pas que ça. C'est pas ça. Non, heureusement que c'est pas que ça. Et je veux surtout pas la caricaturer. Mais justement, alors, pour aboutir à des circuits courts de taille critique, je crois qu'on peut s'appuyer sur la restauration collective. Et heureusement, il y a des mairies qui le font, à savoir, et y compris, on peut jouer la proximité. Qui le font on peut jouer de plus en plus. Départements, régions et autres. Moi, je regrette que les subventions de la politique agricole commune ne servent pas à ça, que le surcoût du produit bio de terroir de proximité qui serait acheté pour la restauration collective et assurer aux gamins des écoles et aux ouvriers des entreprises une bonne nourriture, que ce surcoût ne soit pas assuré par les subventions de la politique agricole commune. Mais les collectivités, à ce moment-là, je vous assure, seraient capables d'assurer aux producteurs de proximité l'assurance d'un marché croissant en volume, stable dans les prix, rémunérateurs. Mais le début de la transition écologique dont on parle là sera amorcé bien plus rapidement. C'est vrai que ce n'est pas un grand soir, mais il faut l'aider, cette transition écologique, par des prix rémunérateurs. Il faudrait faire en sorte que les subventions d'APAC, au lieu d'être des aides données à l'hectare, un peu comme aujourd'hui, restent ce que d'ailleurs aucun agriculteur n'a jamais demandé à être mendiant et vivre d'aide à l'hectare. Ils demandent à être rémunérés pour la qualité de leurs produits avec un marché effectivement stable, croissant, rémunérateur, et éventuellement d'être rémunérés, cette fois, pour des rémunérations environnementales, services environnementaux. Je vous paye, vous faites des choses pour l'intérêt général, vous méritez d'être payé. Xavier Belin, Guy Vasseur, des politiques, vous allez en croiser tout au long de la semaine, en cette période électorale. Ils sont nombreux, ils sont chaque année nombreux à venir sur le Salon de l'Agriculture. Alors là, Michaël Zamès vient de croiser la députée UMP Valérie Pécresse, ancien ministre du Budget. On l'écoute. Valérie Pécresse, est-ce que l'agriculture aujourd'hui, selon vous, est un monde en crise ? Je crois surtout que c'est un atout primordial. Et un atout primordial, eh bien, ça se cultive, au sens propre comme au sens figuré. Ça se cultive, ça se protège, ça se fait grandir. Et moi, je crois que l'agriculture, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un vrai pouvoir économique, c'est une vraie source de diversification technologique. Là, j'étais sur le stand de l'INRA à regarder la recherche. Et c'est vrai que ce soit tous les matériaux peuvent devenir agro-sourcés, les carburants peuvent devenir agro-sourcés. Et donc on a avec notre agriculture non seulement le pouvoir de donner une alimentation saine à la population française, le pouvoir d'exporter, mais aussi le pouvoir de construire des nouvelles filières industrielles. Justement, cette nouvelle technologie, elle arrive aujourd'hui en France. Est-ce qu'on est prêt ? Alors on a lancé, grâce aux investissements d'avenir initiés sous Nicolas Sarkozy, d'ailleurs j'ai vu là un certain nombre de laboratoires qui en faisaient partie, on a initié une vraie dynamique d'innovation technologique qui, je dois le reconnaître, est reprise par le gouvernement Hollande, mais maintenant il faut absolument que l'attitude des Français vis-à-vis du progrès en général soit plus confiante. Le progrès, ça peut aujourd'hui créer du bien-être. Je sais qu'il y avait eu par exemple beaucoup de méfiance vis-à-vis des biocarburants parce qu'on pensait que les biocarburants allaient manger les graines des plantes, utiliser les graines des plantes et que du coup on n'aurait plus assez pour l'agriculture, de la nourriture et de subsistance. Et là on s'aperçoit que non, on peut faire des biocarburants, de la biomasse avec les feuilles des plantes et pas avec la graine des plantes. Je donne cet exemple pour montrer
montrer qu'en réalité, quand on cherche au démarrage, on trouve peut-être pas toujours le meilleur progrès, mais en continuant de chercher, on finit par progresser davantage et par aider l'agriculture à être meilleure et les produits à être meilleurs. Les agriculteurs qui sont un petit peu en colère, parce qu'on se rappelle très bien du début de l'année avec les bonnets rouges, par exemple, un sentiment de colère très profond. C'est quelque chose que vous ressentez aussi sur le terrain. Par exemple, en Ile-de-France, il y a un nombre d'exploitations qui baisse grandement. Non, mais bien entendu, le problème qu'on a eu, c'est que nous avions fait voter la TVA anti-délocalisation, c'est-à-dire la baisse des charges, qui était une grande avancée, notamment pour les exploitations agricoles et pour le travail saisonnier agricole. Et cette TVA anti-délocalisation a été supprimée. Alors maintenant, le gouvernement nous annonce une baisse des charges, mais ça fait 2 ans que le secteur agricole l'attend, cette baisse de charges, et qu'il ne l'a pas eu. Ça, c'est sur les charges. Et puis, au-delà de ça, il y a la question de comment on préserve les zones agricoles dans les zones urbaines. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible et il faut absolument y travailler. Et enfin, il y a un dernier sujet, la compétitivité agricole française par rapport aux autres agricultures. Et de ce point de vue-là, la négociation de la PAC ne satisfait pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, un certain nombre d'agriculteurs en Ile-de-France. C'est le sentiment que vous avez eu ici en vous promenant dans le salon de l'agriculture? Non, aujourd'hui, j'ai trouvé que l'ambiance était très bon enfant. Là, les agriculteurs sont des producteurs, ils sont là pour présenter leurs produits, ils sont là pour faire la promotion d'une agriculture qui crée, qui innove. Pas le temps de parler de ce qui ne va pas, finalement. J'ai pas trouvé que c'était le moment. En revanche, comme j'ai beaucoup travaillé sur la loi d'avenir agricole, notamment sur l'agriculture périurbaine, c'est vrai que les agriculteurs étaient venus à ce moment-là porter un peu leur cahier de doléances en disant « Nous voulons une agriculture française compétitive, nous voulons une agriculture française qui rayonne ». Et ça, c'est vraiment un projet qu'il faut qu'on porte, tout Français confondu, parce que sans l'agriculture, la France n'est plus la France. Merci beaucoup Valérie Pécresse et bonne suite de visite au salon. Merci. Voilà donc Valérie Pécresse au micro de Mickaël Zamès. Valérie Pécresse rencontrait donc dans les allées de ce salon tous les politiques qui vont se succéder pendant ces 9 jours de salon. Évidemment, dans une période électorale, ça compte toujours. Un point dont on n'en a pas parlé, Xavier Belin, Guy Vasseur, Marc Dufumier, c'est les négociations autour de l'accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ça changerait quoi pour notre agriculture? Est-ce que vous avez des craintes ou des espérances? Oui, clairement. Clairement, parce que maintenant, le sujet n'est plus vraiment commercial. Vous savez, dans le passé, on avait beaucoup de difficultés sur les droits de douane, sur les contingents d'importation. Ce qui se négocie avec les États-Unis, c'est autre chose. Et là, je pense qu'on sera d'accord avec Marc Dufumier. C'est finalement une sorte d'identité, de culture alimentaire qui est en jeu. On a vraiment deux conceptions radicalement différentes de l'alimentation et surtout de la manière de s'alimenter en Europe, en France en particulier, et aux États-Unis. Avec cet accord de libre-échange, vous avez peur de voir finalement se déverser. On en a beaucoup parlé avec le président de la République ce matin. On a attiré son attention parce qu'encore une fois, il a dû beaucoup en parler lui-même avec le président Obama lors de sa visite aux États-Unis. C'est ce qu'il nous a dit, mais il n'empêche qu'il faudra être très vigilant. Pourquoi? Parce que ce que nous défendons ici, c'est quoi? C'est des cahiers des charges tout au long de la chaîne alimentaire. Le producteur, le collecteur, le transformateur, le distributeur. Aux États-Unis, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est que le produit qu'on va mettre en circulation, il soit indemne de tout germe, de toute bactérie. Bref, on trempe la carcasse de poulet dans un bain de chlore pour le rendre complètement, sanitairement indemne. C'est pas ce que nous voulons en France et en Europe. Donc, il faudra là-dessus être très vigilant. Ça veut bien dire que ce n'est pas uniquement des questions commerciales. Vous en avez beaucoup parlé avec François Hollande ce matin. Oui. Il vous a rassuré? Il vous a donné quelques indications? En tout cas, il nous a dit qu'il avait défendu l'exception culturelle pour la France et pour l'Europe. Et on lui a demandé de défendre une sorte d'exception agriculturelle, sans faire de jeu de mots. Et alors, il s'est engagé là-dessus? Oui, en disant qu'il voulait justement accélérer la négociation pour d'abord traiter les points de difficulté, les points de conflit. L'agriculture, l'alimentation en faisant partie. Guy Vasseur, Marc Dufumier, pour finir sur ce point, effectivement c'est important cet accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce qui vient de se passer sur l'accord avec le Canada peut nous effectivement nous entraîner aux pires craintes vis-à-vis de ce qui est en train de se discuter donc avec les États-Unis. Le président de la République a dit ce matin, pour compléter ce que Xavier vient de dire, qu'il ne voulait pas se laisser enfermer, c'est-à-dire que tout soit négocié et qu'il ne reste à négocier que l'agriculture, entre guillemets. Et donc, son souhait, c'est de faire en sorte que l'Europe mène l'ensemble des négociations de la même manière pour faire en sorte qu'il y ait, alors je ne sais pas si on peut parler effectivement d'exception agricole, néanmoins, pour que l'agriculture européenne et bien entendu à travers cela l'agriculture française soit bien prise en compte,
il en va évidemment de notre conception de l'alimentation. Alors je pense que cette conception de l'alimentation, c'est malgré tout quelque chose qui est un peu une exception, comme l'exception culturelle. Marc Dufumier, là, je pense que vous êtes... Sur ce point, je rejoins complètement l'idée qu'il faut faire rentrer l'agriculture dans l'exception culturelle. Attention, ces traités, c'est aussi le risque de ne jamais pouvoir reconquérir notre indépendance en protéines végétales, de ne jamais pouvoir remettre quelques barrières ou au moins quelques aides couplées aux protéines végétales. Or, en France, c'est le principal gain de productivité que nous pouvons avoir. Cesser d'importer du soja et surtout de soja et cesser d'importer du gaz naturel russe ou norvégien pour fabriquer des engrais azotés de synthèse pour nos blés, sachant qu'ils peuvent être fertilisés par des luzernes. Et là, très clairement, et alors les Américains, indication géographique protégée, ils entendent protectionnisme. Hein. Donc faisons gaffe. Je pense qu'il y aura d'énormes pressions pour essayer de réduire nos indications géographiques protégées à l'état de quelque chose qui ressemblerait à une marque. Et alors là, ce serait catastrophique. Urgence, on fait jouer la cause de l'exception culturelle. Très bien, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Malgré les quelques couacs techniques, c'est la première émission d'une longue série, hein, puisque Public Sénat sera présent jusqu'à jeudi inclus pour faire vivre, comme chaque année, ce salon de l'agriculture, les différentes grandes thématiques. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. On vous donne rendez-vous à partir de demain matin sur notre antenne, 8h30, pour vivre tous ensemble et en direct l'ouverture du salon. À demain matin et très bonne journée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire.